Alors, 8 questions, m'ont été posées à propos de mon livre, La pierre, le potager et la hache de guerre. J'ai choisi d'essayer d'y répondre, avec cette petite vidéo. Alors, que raconte votre livre? Il raconte que pendant, des milliers et des milliers d'années, nous avons vécu de manière plutôt pacifique et égalitaire, sous l'égide d'une grande déesse. Il raconte aussi que des nomades devenus bergers, les Yamnaya, ont pour plusieurs raisons colonisé par vagues successives une grande partie de l'Eurasie. Et il raconte que c'est à ce moment-là que s'est instauré le système de pensée qui est encore le nôtre, basé sur la compétition, la guerre, la hiérarchie androcentrée et la dévalorisation des femmes. Comment passe-t-on de la psychosynthèse, l'analyse des rêves et des mythes à un ouvrage sur la préhistoire? Les rêves, les mythes et l'histoire ne sont absolument pas dissociables, hein. Ils ne sont pas étrangers les uns aux autres, hein. Et lorsque les mythes montrent soudain de la violence, de la guerre ou l'assujettissement des femmes, nous pouvons être sûrs que ces mêmes schémas vont apparaître dans les rêves individuels des êtres qui vivent dans cet environnement. Il s'avère que les mythes de l'Antiquité, hein, l'Antiquité c'est l'époque grecque, les Romains, et ce genre de choses, montrent un changement. À un certain moment, nous identifions un retournement de déesses majestueuses. Nous voilà soudain avec des dieux guerriers et très belliqueux. C'est en faisant ce travail d'association et d'amplification que j'en suis arrivée à me questionner sur l'histoire, et en particulier l'histoire de la préhistoire. Et tant sur le plan des mythes que de l'histoire, c'est durant le néolithique que nous identifions l'arrivée du patriarcat. D'où vient cette histoire des Yamnaya? Ben, voilà une question bizarrement posée. C'est un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, cette histoire, elle vient de l'identification archéologique, linguistique et de l'ADN des peuples migrants venus des steppes. C'est l'archéologue Marija Gimbutas qui les a appelés Kourgan au début du nom de leur tombe, et bon ensuite est venu donc le nom de Yamnaya. Ces thèses sont aujourd'hui validées par l'ADN et d'autres chercheurs ont pris la relève, Harman, Christiansen, Anthony par exemple, mais leurs travaux sont très peu traduits en français, ils sont en anglais, en allemand et même en suédois. En France, nous avons pratiquement 20 ans de retard. Qui sont les Yamnaya? Alors, les Yamnaya, c'est pas proprement parler un seul peuple. Les archéologues russes identifient plusieurs peuplades et Anthony parle d'horizon Yamnaya, c'est-à-dire un ensemble de peuples qui sont originaires de la même région, qui sont soumis aux mêmes besoins et aux mêmes contraintes, celles de vivre dans la steppe. Il s'agit d'une culture qui s'est mise en place à mesure de la domestication des troupeaux de vaches et de moutons. Et la gestion de ces troupeaux était faite par des bandes d'adolescents masculins qui étaient isolés de leur clan et qui va engendrer l'endocratie. Le besoin et l'envie de terres plus fertiles, le froid de l'époque ont débouché sur des migrations violentes. On peut imaginer une bande de jeunes garçons qui ont moins de 18 ans qui déferlent. À quoi ressemblaient les agriculteurs avant l'arrivée des Yamnaya? Sans doute à vous et moi, c'est leur manière de vivre qui était bien différente. Leur lieu de vie ne montre pas de signes de violence ni de guerre, il y a même des nécropoles communes, sans signe de hiérarchie ou de séparation des genres. Ça, ce sont des marqueurs pour ce qui représente les peuples pacifiques et égalitaires, hein. Et lors des fouilles dans la vallée du Danube, Marija identifia très vite un changement drastique à un moment donné. Il y a un avant et un après où elle dit soudain la guerre, toujours la guerre. Pouvez-vous nous présenter le livre? Bah, je vais essayer, j'essaie dans ce livre de donner mon point de vue, mais
mais je n'invente rien, je me contente de rassembler les thèses et les différentes recherches. Moi, je ne suis pas allée sur les sites, mais je me suis appuyée sur les travaux de ceux qui sont allés sur les sites, qui ont fait les fouilles et qui sont capables donc de nous ramener ce qui a été trouvé et vu, c'est-à-dire des faits. J'ai essayé de faire assez court et de vulgariser de manière à ce que ce soit le plus facile à lire, hein, et puis faire court parce que voilà, aujourd'hui les gens lisent de moins en moins et je pense que j'aurais pu faire à peu près 1000 pages, mais personne ne lit plus 1000 pages, donc j'ai essayé de synthétiser en à peu près une centaine de pages, hein. La difficulté aussi tient au fait que la plupart des thèses et des travaux ne sont pas en français, c'est en allemand, en anglais, voire en suédois, et qu'il a fallu aussi faire un gros travail de traduction et ensuite de résumé. J'ai procédé en deux parties, hein, ça me paraissait assez logique. Il y a l'avant et puis l'après-colonisation. Beaucoup de chercheurs ne sont pas d'accord avec ça. Bon, ça déjà, c'est pas une question, mais il y a une question sous-jacente. Pour répondre, je dirais qu'il n'est pas question de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. À un moment donné, nous faisons face à des faits et les faits sont complètement indéniables. Trouver des milliers de statuettes féminines, des traces de villages entiers brûlés, déplacés, ce sont des faits. Et puis l'ADN, c'est aujourd'hui un outil d'exploration sur les mouvements des peuples et de leur mode de vie, de la même manière qu'on peut les suivre par la linguistique, hein. Et si on couple, si on met ensemble tous ces travaux, hein, l'archéologie couplée à l'ADN par exemple, et parviennent au même constat. Ce sont des faits. Donc il n'est pas question de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec des faits. C'est la lecture et l'interprétation qui va en être faite, qui peut changer, qui sera donc une hypothèse. Une conclusion. Pour conclure, je dirais que l'importance de tout ça, c'est de découvrir que le système phallocrate et compétiteur qui est le nôtre, c'est pas une malédiction, c'est pas un passage incontournable, c'est un système que nous avons mis en œuvre, c'est culturel et nous l'avons choisi. Ça veut dire que c'est pas inéluctable, que nous pouvons encore le changer et ça c'est plein d'espoir. Donc ce serait ça ma conclusion, c'est plein d'espoir.